nous avons collectivement souhaité pouvoir réitérer une journée entre les régions donc Bretagne et Pays de la Loire. Et on s'était dit, bah, alternativement, un coup Pays de la Loire, un coup Bretagne. Et donc, nous sommes au bien, tout le monde a bien compris qu'on avait un problème de géographie. Donc, nous sommes encore en Pays de la Loire, mais c'est un plaisir de découvrir encore cette belle région. Et une des raisons aussi de cette destination, c'est que nous avons profité des 20 ans de l'association Coquillage pour effectivement regrouper toutes les forces vives qui œuvrent pour la rééducation des enfants porteurs de handicap. Donc, c'est pour ça, effectivement, nous avons choisi cette destination aujourd'hui, puisque demain, donc, Coquillage aura l'occasion, effectivement, aussi de rassembler les professionnels de santé. Le SMR pédiatrique, c'est une magnifique activité, mais qui, effectivement, aujourd'hui en France, représente une petite part uniquement de l'activité de SMR. Certains parlent d'activité de niche, mais j'ai beaucoup aimé les paroles d'un de vos collègues avec qui j'ai eu l'occasion d'échanger, qui me disait si le SMR pédiatrique est une activité de niche, c'est au sein de cette niche qu'on construit les adultes de demain. Et donc, d'où effectivement l'importance pour nous d'avoir une activité de SMR pédiatrique très riche et très dynamique pour pouvoir effectivement continuer à avancer tous ensemble au profit de nos petits patients. Donc cette journée, nous allons vous en présenter tout à l'heure le programme. C'est effectivement l'idée effectivement de pouvoir partager tous ensemble sur effectivement les projets, les expertises, parce que comme toute activité spécialisée, ça nécessite de la compétence et de l'expertise. Et parfois, effectivement, les compétences sont rares, sont chères. Vous êtes là aujourd'hui, vous libérez du temps. Merci beaucoup. Mais c'est pour effectivement que vous soyez effectivement enrichi des travaux des uns et des autres. Et c'est pour ça qu'on a le plaisir, effectivement, de partager avec vous ces moments, ces partages autour des travaux qui ont été réalisés par vous, par des professionnels. Et j'en profite pour les remercier sincèrement. Il y a eu plusieurs ateliers qui ont été organisés au cours de ces 2 années pour construire ce qui va être présenté aujourd'hui. Donc, un grand merci à tous les pilotes qui se sont consacrés à la préparation de ces travaux. Je suis sûre que les travaux vont être très riches, très intéressants. Mais voilà, on en reparlera à la fin de la journée. Et je souhaitais effectivement laisser la parole à mon collègue Philippe Barman pour vous dire également quelques mots. Ouais, parce qu'on est quand même dans les pays de on est quand même en Pays de la Loire. Il est toujours fastidieux de trouver un petit discours parce qu'à chaque fois je ressors mes données épidémiaux, mes machins, tout ça, et puis je me suis dit, oh, en plus mon directeur est pas là, je vais me lâcher. Je suis heureux. Vous avez un homme heureux devant vous et aujourd'hui c'est pas évident d'être heureux dans ce pays. Je suis heureux pourquoi? Parce qu'il y a 4 ans, quand on a eu l'idée de créer une journée interrégionale de SMR pédiatrique, on ne pensait pas qu'on referait une édition et qu'on rencontrerait autant de succès, car c'est du succès, sur une thématique, comme disait Céline, qui est une activité de niche. On a beaucoup de plaisir à travailler ensemble et de voir ce succès avec d'autres projets. On vous expliquera en fin de journée nos objectifs pour les prochaines années en termes de réunions. C'est un échange, c'est un plaisir de vous rencontrer, d'échanger avec nos collègues de la région Bretagne, de votre région Bretagne, de voir aussi les différents acteurs de la prise en charge sur les parcours des petits enfants et des grands. C'est aussi un plaisir d'échanger sur les expériences des uns et des autres qui nous enrichissent. Et nous, dès le départ, on l'avait plutôt vu comme un laboratoire d'idées. C'est-à-dire que à chaque fois qu'il y a des échanges ici, on essaye de voir si dans nos régions, on peut améliorer l'offre, si on peut éviter les ruptures de parcours et comment réfléchir à mieux travailler ensemble sur des territoires qui sont plus défavorisés. Donc, en fait, je suis super heureux. Ça ne se voit peut-être pas comme ça parce que je me suis tapé une heure et demie de bagnole et que je me suis couché tard, mais ça, c'est mon problème. Et en tout cas, je suis heureux de vous accueillir au nom de la l'ARS Pays de la Loire. Au nom de la Bretagne, ça a été fait. Et je vous souhaite plein de belles choses, surtout que nous avons un duo d'animateurs choc, de grands professeurs émérites. Sylvain, si tu veux bien venir nous expliquer comment ça va se passer aujourd'hui, parce que je ne sais pas. C'est un duo, Michael, que je ne vois pas. Il s'est caché. Incroyable. On a dit que cette année, c'était pas Mickaël et moi qui allons du coup animer directement. Et du coup, on va juste introduire un petit peu et puis faire un mot de conclusion
avec Mickaël. Ah, il paraît que ce micro, ouais, on va voir, donc les orateurs, vous savez que le micro, ça va être plutôt ici. OK. Alors, les orateurs. La journée, merci beaucoup au VRS d'Avoir et Bretagne de continuer à soutenir la dynamique autour des SMR pédiatriques aujourd'hui. C'est vraiment une chance, hein. Les autres régions ne le font pas. Le SMR pédiatrique, c'est une activité qui est de niche et pour lesquelles on a la chance d'avoir réellement aujourd'hui tous les acteurs. Et ces journées, elles sont construites pour ça, c'est-à-dire avoir les acteurs de ceux qui s'occupent des enfants, avoir ceux qui décident pour ces acteurs qui s'occupent des enfants et avoir ceux qui décident pour ceux qui décident. Et du coup, d'avoir les niveaux qui permettent que demain, on transforme les SMR pédiatriques en quelque chose de mieux que ce que c'est aujourd'hui. Alors, vous arrivez tous avec probablement des frustrations de la vie de tous les jours. Vous arrivez tous avec des temps durs, des informations à l'échelle mondiale qui ne sont pas extraordinaires, des informations à l'échelle locale qui ne sont pas extraordinaires. Aujourd'hui, c'est un moment où on dépose ça. Et la journée, elle a été construite de cette façon-là. Quand on a vu l'engouement il y a 2 ans, on s'est dit qu'il y avait matière à travailler. Et il y a des gens qui ont travaillé. Les gens qui ont travaillé, c'est des groupes de travail. Ils sont là. Et on a essayé d'identifier qu'est-ce qui, demain, devait être un sujet pour les SMR pédiatriques. Et vous avez 6 groupes de travail qui ont été déterminés. Et il y a des gens qui ont bossé. Vous avez reçu des questionnaires. Il y a des leaders de groupe bretons et Pays de la Loire qui ont essayé de faire des enquêtes pour savoir ce que devait devenir demain le SMR pédiatrique, les SMR pédiatriques. Alors, les premières personnes qu'on va remercier aujourd'hui, c'est ceux qui ont bossé, parce que globalement, ils ont bossé pour nous, collectivement. Et c'est pour ça qu'on est aujourd'hui ensemble. C'est une sorte de brainstorm collectif à 2 régions, avec tous les niveaux. On n'est pas là dans un schéma classique de présentation, c'est ce qu'on avait fait la dernière fois. On prenait connaissance, on essayait de discuter un peu pour voir quels étaient nos sujets. Aujourd'hui, les sujets, on les a identifiés, et ça fait 2 ans qu'il y en a qui bossent dessus. Et ils vont nous expliquer ce qu'ils ont trouvé, ils vont nous expliquer ce qu'ils ont pensé ensemble, et puis surtout, ils viennent enrichir notre réflexion collective. Alors, quand ils vont terminer leur diaporama, ça ne sert à rien de leur sauter dessus et de leur dire ah, vous avez tort, c'est pas comme ça qu'on voit, moi je pense que, etc. C'est pas tellement l'idée de comment on va fonctionner. L'idée, c'est plutôt comment on construit collectivement, ensemble, à 2 régions, avec tous les acteurs à tous les niveaux, le SMR pédiatrique de demain. Et c'est vraiment l'esprit dans lequel ça a été construit aujourd'hui. Donc j'espère qu'on va pouvoir le faire. Et comme il y a 2 ans, je vais dire mon petit mot sur le ton sur lequel on peut être ensemble, ça ne sert à rien de demander à l'ARS, ah, j'ai pas eu le financement pour mon poste d'infirmier, qui, machin, etc. Ce n'est pas le sujet. Et ça ne sert à rien de dire, ah tiens, la Bretagne, regardez ce qu'ils ont, le Pays de la Loire, ce qu'ils n'ont pas. Ah tiens, il y a Réseaupédia en Pays de la Loire, comment ça se fait qu'on n'a pas ça en Bretagne? Ce n'est pas le sujet. Le sujet, c'est de s'inspirer des bonnes actions, des bonnes structurations qui existent dans les 2 régions pour essayer de faire un peu mieux demain. Et peut-être faire un peu mieux sans sous. Mais peut-être aussi, voilà, on dit une seule fois. Et voilà, c'est terminé. C'est posé. Et maintenant, on va essayer de voir qu'est-ce qu'on pourrait mettre comme action ensemble qui font avancer un peu plus, du coup, l'ensemble des acteurs. Alors, moi, j'aime bien le partenariat. Il manque des personnes ici, hein, dans la salle. Les personnes qui manquent, c'est les enfants et les familles. On est d'accord? Et c'est compliqué de travailler avec les enfants et les familles et de faire vraiment des journées avec les enfants et les familles. Je pense que si aujourd'hui, on se met tous à penser avec ce qu'on entend tous les jours, alors demain, ça correspondra probablement un peu mieux à comment on fait pour répondre réellement aux besoins de ces familles. Et peut-être que dans une future journée, on aura des enfants et des familles qui viennent nous demander directement qu'ils souhaiteraient, eux, des SMR pédiatriques. C'est peut-être ça aussi la suite. Alors, sur le programme, que du
chaud, du dynamisme, c'est-à-dire j'allais dire des hot topics, des sujets chauds, des thérapies intensives ou l'intensification, des activités d'expertise et trop spécifiques du langage d'apprentissage. Qu'est-ce qui se passe en région? Comment on va faire? Les troubles du comportement alimentaire, l'obésité, l'innovation et la recherche, et le polyhandicap. Et avec la question des activités d'expertise qui sont en train d'arriver sur le polyhandicap. Tout ça dans le cadre d'une réforme des SMR pédiatriques qui fait qu'on ne sait absolument pas comment demain les SMR pédiatriques seront financés. Donc plein de dynamiques et une grande inconnue. Donc on ne demande pas comment ça va être financé, vous avez compris. Mais ça ne nous empêche pas de rêver un tout petit peu pendant ces quelques heures pour lesquelles on est là ensemble, de respecter le travail qui a été fait et d'avancer. Mickaël, est-ce que tu veux dire un petit mot? Il dit non. Parfait. Donc si j'ai été exhaustif et que j'ai rien oublié, si Mickaël m'a transmis un truc hyper important. Quelqu'un a perdu sa carte de supermarché. C'est hyper important. Et donc c'est Intermarché. Est-ce que quelqu'un a un abonnement Intermarché? Il l'a trouvé par terre et on voulait vraiment pas que ça reste comme ça. C'est pour de vrai, hein, c'est pas une blague. Hein. Donc je la pose là et comme ça vous pourrez la trouver. En ligne, on a une cinquantaine de personnes aussi. Donc on essaye de, et c'est un micro qui est ici. Donc on essaye de faire vivre un peu le micro qui est ici. Et on sait qu'on est aussi suivi par nos amis de la DGOS qui sont intéressés par les SMR pédiatriques et qui ont envie de savoir comment demain on peut construire mieux cette réforme des SMR pédiatriques. Donc, on a travaillé là sur les troubles spécifiques du langage et des apprentissages et la place des SMR dans les troubles spécifiques du langage et des apprentissages. On a travaillé avec le professeur Franck Bogart. Bonjour. Et le docteur Corinne. Bonjour. Quelle place des SMR pédiatriques et des autorisations d'expertise dans les TSLA? Et comment ces différents acteurs qui interviennent déjà peuvent s'articuler en sachant qu'il y a les plateformes de coordination et d'orientation qui sont mises en place il y a maintenant 4-5 ans, le libéral, les centres de référence, le médico-social avec les CAMS et les CESAD, la pédopsychiatrie avec le CMPP et le CMPEA, et les unités diagnostiques niveau 2, normalement, je des personnes. Donc, on voit qu'il y a déjà plein d'acteurs et qu'il faut qu'on arrive à voir comment tous ces acteurs peuvent se coordonner correctement. Alors, les 17% de TND, c'est un chiffre qui fait débat. C'est des dernières estimations qui sont tombées du national. Il y a quelques années, on était plutôt à 10%. Après, qu'on soit à 10 ou à 17, j'aurais envie de dire ça ne change pas grand-chose. Ça représente une masse d'enfants importante, qui sont les futurs adultes de demain, en sachant que quand on a un trouble d'apprentissage ou un trouble neurodéveloppemental, en général, la scolarité, elle ne se passe pas super bien. Il y a des conduites à risque d'addiction et qu'on peut quand même faire l'hypothèse que si on s'occupe correctement de ces 10 ou 17% d'enfants, on va s'épargner quelques ennuis à long terme. Pas à court terme, on est bien d'accord, mais à long terme, on peut quand même essayer de faire cette hypothèse-là. Comment on a travaillé? On a travaillé à la fois, enfin, l'objectif c'était d'avoir à la fois un recueil de comment ça se passe dans nos deux régions et quelles étaient les modalités et comment on pouvait voir l'avenir. Donc, on a commencé par un état des lieux, on a fait à la fois des entretiens bilatéraux les uns les autres, des réunions en visio et on a fait une enquête via Google Forms du 20 octobre au 5 novembre. Sur l'état des lieux, le résultat des entretiens bilatéraux et des réunions qu'on a pu faire, c'est qu'il y a une très grande variation, enfin une très grande diversité d'organisation d'un département à l'autre, d'une région à l'autre. En Pays de Loire, globalement, le réseau libéral, il est plus développé et il est plus coordonné. En région Bretagne, il y a plus de SMR qui s'occupent des TSLA.
Et la connaissance des professionnels de l'intérêt des SMR, elle vient essentiellement de l'offre de soins. C'est-à-dire que quand on a un SMR qui fait du TSLA, on sait à quoi il va servir. Et puis, il y a aussi l'intérêt des centres de référence. C'est-à-dire que tout ça, ça doit se faire en relation avec les centres de référence. Les centres de référence, je rappelle, c'est le niveau 3. Ça concerne les situations très complexes. La définition ou quand est-ce qu'on accède au niveau 3, c'est quand on a des troubles dont l'impact défavorable sur la vie scolaire et sociale reste majeur malgré la ou les rééducations après intervention du niveau 2 et ou la persistance d'un doute diagnostique. Les missions diagnostiques ou de soins ne sont pas clairement définies dans la reco, c'est-à-dire qu'il y a des niveaux 3 qui vont faire du soin et d'autres qui ne vont pas en faire. Là, il y a un flou. Les centres de référence pour nos deux régions, ça va être le CRTA du CHU de Brest et celui du CHU de Nantes, et avec les liens aussi avec les centres de référence autisme en Bretagne, en Pays de Loire, et les centres de référence déficience intellectuelle. J'expliquerai après pourquoi je fais référence aussi au CRA et au centre de référence DI, même si j'ai dit avant que les TSLA excluaient la DI et l'autisme. Donc, quand on a fait l'enquête, l'état des lieux et l'objectif de l'enquête, c'était vraiment à quoi le rôle actuel des SMR et le rôle potentiel. On a eu, et on voulait que ce soit vu par des gens qui ne soient pas que dans le SMR, parce que moi, je suis médecin de rééducation, donc je sais bien à quoi je sers. Mais c'est quand même plus intéressant de savoir quelle est l'attente des gens qui ne sont pas dans le SMR pour savoir ce qu'on peut proposer. Donc, on a quand même eu 59 réponses qui viennent d'horizons très différents dans les professions, que ce soit des médecins de différentes spécialités, les paramédicaux, les psychologues, les éducateurs, assistantes sociales, enseignants, coordinateurs de parcours, cadres responsables de service, donc des professions très différentes et de structures très différentes. On a eu 20% des personnes qui travaillaient en SMR, 25% de libéraux, 25% de médico-social. On a eu des réponses des centres de référence, des unités diagnostiques niveau 2, de la pédopsychiatrie, des PCO, l'éducation nationale et de la MDPH. Donc, on a quand même un panel assez large des acteurs qui interviennent chez les enfants qui ont un TSL. On est parti, on a donné une définition d'une situation clinique complexe, histoire d'être sûr qu'on parle tous de la même chose. C'est la situation de l'enfant pour lequel le ou les signes d'appel sont importants ou intriqués et ou ont un impact scolaire et ou familial majeur. Et on a quand même posé une question parce que là je reviens sur pourquoi j'ai reparlé des CRA et de la déficience intellectuelle, c'est que dans les situations cliniques complexes dont je viens de donner la définition, 98% des répondants, donc la quasi-unanimité, estiment qu'il faut analyser la situation sous l'angle des TND dans leur ensemble et pas seulement sous l'angle uniquement des TSLA. Parce qu'il y a une intrication des troubles, parce que c'est important de poser un diagnostic nosographique et c'est important d'avoir une vision globale de l'enfant pour permettre d'ajuster le projet thérapeutique. Je vais faire un tout petit aparté là-dessus. Le diagnostic, pas nosographique, nosologique. La coquille est passée à la trappe. Le diagnostic nosologique, plus les enfants sont petits, plus le diagnostic peut être difficile à faire. Et en plus, il peut changer. C'est-à-dire que le diagnostic qu'on pose à 3 ans, ce n'est pas forcément celui qu'on posera à 8 ans, ce n'est pas celui forcément qu'on posera quelques années plus tard. Donc, il faut avoir bien en tête qu'on est sur une dynamique. Et pour autant, c'est quand même fondamental de le poser. Et j'insiste là-dessus parce que j'ai encore entendu il n'y a pas très longtemps de la part de collègues, donc ça m'a
désespérés que, ouais, mais à quoi ça sert de poser un diagnostic à part enfermer les enfants dans un diagnostic? Donc, voilà, je pense que là, il y a un vrai enjeu qui est d'être capable de poser des diagnostics, de savoir les faire évoluer, de l'expliquer aux familles. Et pour autant, ça ne veut pas dire qu'on enferme l'enfant dans une case dont il ne sortira pas. Parce qu'autrement, la rééducation, ne servirait pas à grand-chose. Donc, tout ça, c'est pour dire que c'est important que les différents acteurs soient coordonnés pour avoir un parcours et une prise en soin des enfants qui soit cohérente. Dans les résultats de l'enquête, un peu plus de 40% connaissent le rôle actuel des SMR pédiatriques, que ce soit sur les versants soins ou diagnostic, et quel que soit le trouble. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une identification des troubles des coordinations pour les centres, enfin pour le SMR pédiatrique. C'est vraiment tous les TSLA qui sont concernés à la fois pour le soin et pour la partie diagnostique. Les principales raisons actuelles de l'orientation en SMR, c'est la prise en charge multidisciplinaire, c'est la coordination des soins, c'est l'intensification de la prise en charge, c'est la prise en charge du coût des soins et des transports, et c'est la compétence et les personnels formés. Ça, c'est actuellement. Les rôles potentiels des SMR, donc là, on reprend, c'est les résultats de nos réflexions autour de l'enquête, des entretiens et des différentes réunions. 95% des répondants estiment qu'il y a un intérêt du SMR dans tous les TSLA, sur le versant diagnostic et soins. Donc, ça veut dire qu'il y a vraiment quelque chose, on a une réponse à apporter. Pourquoi? Pour la prise en charge pluridisciplinaire dans les situations complexes, pour l'accès à des professionnels formés ou à des thérapies spécifiques, pour la coordination des soins, pour l'accès à du matériel et pour l'intensification de la prise en soins. Et puis, il y a quand même un point auquel il faut être très attentif, et c'est que moi, j'interviens sur une plateforme, donc je le vois bien. Pour les familles, entre le coût des séances, le coût en temps et en financier des transports et des allers-retours, etc., que tout ça se soit regroupé à un même endroit dans les situations complexes, c'est quand même pas à négliger. Parce que la famille, comme il y a des facteurs génétiques, qui se retrouvent avec 2, 3 enfants qui ont un trouble neurodéveloppemental, enfin, 2, 3 c'est beaucoup, mais il y en a quand même quelques-unes, qui ont chacune ne serait-ce que 2 rééducations. Et je ne parle pas, même pas quand il y a besoin de 3, c'est l'enfer. Ils ne peuvent plus travailler. Si en plus ils sont sur des métiers où s'ils arrêtent de travailler, ils passent en situation de précarité, il faut quand même être très prudent là-dessus. Donc, les rôles potentiels des SMR, ça pourrait être la demande, hein, quand on a fait l'enquête, ça pourrait être sur des consultations multidisciplinaires, sur l'hôpital de jour ou de l'hôpital de semaine, enfin, l'hôpital à temps partiel, l'hospitalisation à temps partiel, des rééducations en groupe de pairs dans les écoles en relation avec les enseignants, des interventions à domicile avec une équipe mobile éventuellement orientée vers les soins, qui pourrait être en attendant les orientations CESAD, et une intervention 1 à 2 fois par an pour la coordination du libéral. Donc ça, c'est le fruit de vos propositions, hein. Et, là, j'ai rien inventé. Nous n'avons rien inventé. Donc maintenant, on a 4 propositions phares. Faire connaître l'offre de soins aux partenaires extérieurs pour une meilleure identification du rôle des SMR sur le territoire dans le suivi des enfants avec des SLA, dans les situations complexes, avec le regroupement des soins, parce que ça, c'est quand même, je pense, assez important, une coordination médicale qui permette de savoir quand est-ce qu'on arrête les soins, quand est-ce qu'on passe à autre chose, quand est-ce qu'on peut optimiser et mieux optimiser le parcours. On va pas, enfin, on peut pas
faire des années et des années de psychomotricité, des années et des années d'ergothérapie, des années et des années d'orthophonie. Il y a un moment, il faut qu'on sache qu'est-ce qu'on travaille, pourquoi on le fait, comment on priorise. La deuxième proposition, c'est d'identifier les situations complexes, en particulier sur le versant du soin, et pouvoir les adresser au SMR. Il me semble que les deux structures qui sont les plus à même, il nous semble que les deux structures qui sont les plus à même de pouvoir faire cet adressage, c'est les PCO, qui voient passer quand même une quantité de situations importantes, et les centres de référence, avec comment on distingue le suivi en libéral du suivi en MPF, en SMF. La troisième proposition, là pour le coup, c'est vraiment à travailler parce que ce serait de pouvoir avoir des équipes mobiles TSLA qui soient départementales, qui pourraient être portées par les activités d'expertise en SMR ou des unités d'enseignement délocalisées et pouvoir avoir des interventions et ou la possibilité de facturation en dehors de l'avenue des enfants. Tout ça, ça peut être une alternative ou en attente du CESAD. Parce qu'il y a des fois, il faut pouvoir continuer pendant un peu de temps, mais le temps que les CESAD se mettent en route, c'est compliqué, etc. Et enfin, la dernière proposition, ou en tout cas réflexion, c'est qu'il faut pouvoir, à notre avis, réfléchir à la facturation là encore, hein, en dehors de l'avenue des enfants, parce qu'il y a toute une part du travail qui se fait sans les enfants, où les enfants ne viennent pas sur le lieu de rééducation. La rémunération des synthèses et des RCP, parce que ça, c'est un vrai frein à la coordination libérale. Des consultations longues et qui ne soient pas qu'une seule fois, parce qu'un enfant qu'on réévalue une à deux fois par an, ben, ce n'est pas en un quart d'heure qu'on le fait. C'est juste, moi, je ne sais pas faire en un quart d'heure. Hein. Impossible. Et puis, tout ça pour essayer d'avoir une meilleure coordination médicale du libéral. Donc, il y a quelque chose qui est à travailler pour avoir une meilleure coordination médicale du libéral, bien savoir comment on s'articule entre les différents acteurs et comment on peut améliorer l'offre. Merci. Merci beaucoup pour la présentation. Est-ce que ça suscite des questions dans la salle? Oui, il y a des questions. Merci beaucoup pour cette présentation. J'ai une remarque. Ce que vous avez bien dit, c'est que c'est maintenant 17%. Moi, j'avais commencé mes études à 0,6%. On est à 17%. On a l'impression que c'est une vraie épidémie. Moi, j'ai une question plus de fond. Je suis surpris que vous puissiez parler des troubles d'apprentissage sans jamais nommer l'académie, le rectorat, les écoles. Parce que il est avis, quand même, c'est une réflexion qui m'est propre, et que beaucoup d'enfants peuvent être mauvais à l'école, et qu'on va médicaliser beaucoup d'enfants en disant bah, il est mauvais à l'école, et en fait, c'est parce qu'il est difficile. Des fois, c'est plus facilitant pour les familles de se dire ça. Et que moi, je fais toujours très attention à. Alors, je ne dis pas qu'il n'y en a pas des enfants qui ont des vrais TSLA, c'est un continuum en fait. Et je crois que la réflexion qui devrait aussi être menée, c'est autour du rectorat, de l'académie, de comment on peut accompagner en fait une pédagogie qui serait plus inclusive et en fait qui ne mettrait pas forcément l'entièreté des enfants dans une pathologie. Je vais peut-être répondre. Je suis complètement d'accord avec toi, Michael, que probablement que c'est une pédagogie plus inclusive, effectivement, diminuerait ces patients qui nous sont adressés pour des listes qui n'en sont pas, finalement. Et donc, c'est toute la problématique des troubles qui sont définis simplement par
un écart par rapport à la moyenne, puisqu'on voit bien que c'est une espèce de distribution gaussienne et qu'on considère qu'on devient patient quand on s'écarte de deux écarts types, hein, puisque c'est ce qu'on nous a appris en tant que médecin. Dès que vous êtes à plus de deux écarts types de la moyenne, vous n'êtes pas normal. Donc c'est une réflexion effectivement à avoir. D'un autre côté, quand on nous adresse les patients aussi, il est important de pouvoir poser un diagnostic. Et pour moi, le rôle de l'équipe qui pose le diagnostic, ça doit être aussi de dire, votre enfant, il est encore dans la moyenne, il n'est pas forcément, voilà, ça peut être aussi notre rôle. On ne doit pas forcément euh, considérer que tout le monde est porteur d'indice. Et je crois que, voilà, moi je vois mon rôle aussi comme pour en corriger des faux disques et de pas forcément proposer la prise en charge pluridisciplinaire à tout le monde et plus adapter la pédagogie. Mais je crois que je suis complètement d'accord sur la réflexion qui doit être étendue vers les écoles et sur les systèmes de pédagogie. Tout à fait. Jean-Capitaine Delanne, je vous demande, je suis LPR. Est-ce que vous avez une idée en France? On a bien vu que ça fonctionnait différemment en Bretagne, en Pays de la Loire, où les SMR en Bretagne sont plus présents sur cette filière, alors qu'en Pays de la Loire, c'est hors SMR, sur le reste de la France. Moi, je dis dans le Rhône, par exemple, ça reste comme les Pays de la Loire. Les SMR ne sont pas du tout, interviennent pas. Ça, en France, est-ce que c'est 50% des SMR sont. Là, je dois avouer que déjà faire l'enquête sur deux régions avec les nombres d'acteurs qui interviennent, parce que là, on parle libéral et SMR, mais enfin, d'un endroit à l'autre, des fois c'est la pédopsie, des fois, là, moi, j'en sais rien. Je pose une question parce que c'est quand même des DSLA qui ont été mis en tant qu'expertise, une des deux expertises, la première handicap. Mais là, je vois que sur deux régions, c'est 50-50. Et alors, je pose une question naïve, pourquoi mettre en avant ça comme expertise alors qu'on ne sait même pas au niveau national quelle est sa place parmi les SMR aujourd'hui? Est-ce qu'on est à 50-50, plus de 50% des SMR sont du TSLA? Je fais la mise. Est-ce que les cours sont validés au niveau des deux professeurs, il y a des réponses à cette question en plus trois professeurs, pardon. Moi, je n'ai pas de réponse à la question, mais par rapport à la sensibilisation des SMR pour le TSLA, je pense que les SMR sont sensibilisés à la prise en charge des patients avec une lésion cérébrale. C'est la base de ce travail et il est clair que la lésion cérébrale est un facteur de risque majeur d'un TSLA. Et donc avoir cette vision un peu ancienne de se dire les TSLA, on réserve cela aux troubles spécifiques des patients non porteurs de lésions cérébrales, c'est une vision qui est ancienne et qui n'a plus lieu d'être et qui avait le désavantage d'exclure finalement les patients qui étaient le plus à risque de ces troubles-là. On leur disait, ben non, vous avez une lésion cérébrale, c'est un autre circuit pour vous. Donc, je crois que l'avantage de cette nouvelle disposition, c'est donc d'inclure les TSLA dans une attribution pour les SMR, c'est de pouvoir mieux prendre en charge de ces patients porteurs de lésions cérébrales qui sont contre risque. Mais faut-il qu'il y ait la compétence pour l'évaluation de ces troubles spécifiques et aussi l'envie, qui sont, à mon avis, les deux choses importantes. Si on n'a pas envie de le faire, c'est compliqué. Donc, il faut qu'il y ait un intérêt réel. Et donc, je crois que tout le monde ne doit pas forcément le faire. Il faut que les gens, les élèves, les élèves, qu'il y ait cet intérêt. Et puis, les compétences, ça prend. Je vais éclairer de France.
C'est un éclairage de France, ça va très bien, pas Julien. Non, je suis Mathilde Julinaire, je travaille à Saint-Maurice, en Île-de-France. Donc, je ne peux pas répondre exactement à la question, mais en Île-de-France, je sais qu'il y a certains SMR qui s'en occupent et d'autres pas. Non, je voulais rebondir sur ce que disait Michael et parler d'un dispositif. Il est éteint. Non, je voulais rebondir sur ce que disait Michael et il parlait d'un dispositif. Voilà. Un dispositif qui est porté par Florence Marchal, qui est au de Saint-Maurice, qui parle de ce que tu disais, Michael, c'est que s'il y a 5, 10, 17% des enfants qui ont un trouble du neurodéveloppement, alors on ne pourra pas tous les faire rentrer dans le système de soins. Donc, il faut réfléchir autrement, et apparemment, il y a un dispositif au Canada, au Québec, plus le nom, mais je crois que c'est 4P ou quelque chose comme ça. Comment? Voilà, celui-là, c'est 4C. Et dont, voilà, Florence s'est pas mal inspirée pour essayer de monter un dispositif expérimental, donc qui est rattaché au Dr Saint-Maurice, qui s'appelle EVA, donc hôpitaux de Saint-Maurice et les écoles du Val-de-Marne. Donc, ils travaillent avec 4 ou 5 écoles, c'est un début, hein, qui sont en REP+. Et l'idée, c'est qu'il y ait des professionnels qui se déplacent dans les écoles régulièrement, donc il y a un peu de temps de psychomotricien, d'orthophoniste et puis un temps médical, pour travailler avec les enseignants, pour repérer enfin, c'est CP, peut-être en section, en tout cas les enfants qui ont des difficultés d'apprentissage, et travailler avec les enseignants sur ce qui est possible à mettre en place au sein de l'école, par eux-mêmes ou par d'autres enseignants que celui de la classe qui connaît l'enfant, et repérer les enfants qui ont besoin d'une évaluation et à ce moment-là la réaliser, et en fait faire tout ce qui peut être fait au niveau de l'école par les enseignants, et repérer par la même occasion ceux qui ont besoin d'un bilan en libéral, ceux qui ont besoin d'une évaluation plus poussée en SMR, auquel cas ils rentrent dans l'active pour une évaluation, voire pour une prise en charge plus intensive. Et en fait, je pense qu'effectivement, il faut qu'on réfléchisse à des choses comme ça, parce qu'en fait, on ne jamais, c'est comme les traumas crâniens des jeux, dont on va parler après. Enfin, on ne pourra pas absorber 17% des enfants dans un système de soins, quel qu'il soit. Donc, c'est une piste. En tout cas, pour l'instant, il y a eu une étude qualitative un peu qui a été faite l'année dernière, et les retours des enseignants, des professionnels étaient plutôt bons, même si au départ, il a fallu un peu s'acculturer. Et puis, ben, on est en train de regarder, d'analyser si ça change quelque chose entre les écoles qui participent et celles qui ne participent pas, sur les évaluations nationales, par exemple, de CE1. Après, l'information comme ça, c'est tout. Alors, pas d'accord. Alors, pour revenir, hein, juste les 17%, je suis d'accord, hein, il faut être enfin, c'est exponentiel. Et oui, l'intervention dans les écoles, mais moi, j'en suis intimement persuadée. Et de toute façon, ce qui fait le handicap, c'est le décalage entre la difficulté d'un enfant et l'environnement. On n'est pas dyslexique en Amazonie, hein, on est bien d'accord. Donc, c'est bien l'environnement qui va créer le handicap chez l'enfant qui a des difficultés. Merci beaucoup. Peut-être juste aussi un aspect scientifique, je me permets de compléter. Moi, ce que je connais un petit peu, c'est plus de manière spécifique les difficultés d'écriture. Et ce qui est prouvé au niveau scientifique, c'est que si on a ces interventions coordonnées à l'école et avec les professionnels de réadaptation, avec vraiment le fait de réussir à ne pas fonctionner en silo, enfin, ça fonctionne mieux. Donc, je pense que c'est vraiment un projet. Juste, moi, je voulais faire part d'une expérience à Lorient. Donc, on a, nous, un maillage qui est très porté par le médico-social. Le SMR, on n'intervient que pour les troubles de la gestualité, fonction exécutive, enfin, les choses, praxis. Et ça va être orienté via une plateforme TAE. Et là, donc c'était pour dire, notre place est donc très focale aujourd'hui. Et ça me questionne, puisqu'effectivement, il faut maintenant se positionner vis-à-vis de cette expertise. Par contre, ce que je voulais partager avec vous, c'est une expérience très intéressante. Depuis 4 ans, le CESAL de Lorient, qui a des places pour troubles d'apprentissage, a développé des places souples pour gérer les enfants en liste d'attente. Parce que c'est le CESAL où il y a énormément de listes d'attente. Donc, ces enfants sont gérés par les libéraux, souvent très bien. Mais pour faire du lien et aller aux ESS dans les écoles, donc les places souples, ce sont en fait 5 enfants qui sont pris très ponctuellement,
où il va y avoir un enseignant spécialisé et un ergothérapeute, parce que c'est des temps qui ont été financés, qui vont se déplacer dans les écoles, mettre en place les adaptations pédagogiques, faire une synthèse, une ESS, et ça avance déjà, ça permet de baisser la pression sur ces difficultés-là. Donc c'est intéressant. On va se présenter, du coup, prénom, et puis éventuellement on peut se mettre debout aussi, comme ça permet pour ceux qui oseraient se mettre debout. T'étais debout? Hier, on est passé ensemble et on a parlé de ça. Dans l'histoire de comment c'est arrivé, parce qu'en SMR, on parle du coup d'activités d'expertise, de choses pour lesquelles on ne se considérait pas forcément expert. Ça, c'est quand même incroyable. C'est parce qu'il y a des gens qui ont parlé à la place de ceux qu'il faut. Donc, bon, il y en a qui pourraient se reconnaître dans la salle, etc. Et c'est pas grave. Mais et par contre, ça ne veut pas dire que demain, il n'y a pas d'autres activités d'expertise. Donc, parlons en lieu et place des SMR pédiatriques. En deux, et la gradation, c'est la clé. Et est-ce qu'on peut... Merci pour le travail. Parce que du coup, dans le travail, il y a déjà, en fait, la place des SMR attendue par ceux qui ne sont pas en SMR. Donc, moi, je sais faire ça en tant que libéral, mais par contre, quand c'est multidisciplinaire, complexe, que j'ai besoin d'un plateau technique spécialisé et que j'ai besoin d'expertise, alors je me retourne vers les SMR. Et quels que soient tous les SLA, tous les TSLA, ce qui n'est pas du tout ce que nous, on pense à l'intérieur des SMR. Il y a plusieurs personnes avec qui je discute qui disent, mais ce n'est pas notre rôle quand on est dedans. Et en fait, on est attendu de l'extérieur selon une enquête qui, du coup, est quand même passionnante. Donc, moi, je trouve ça plutôt une avancée. Et de toute façon, on va être obligé de se positionner en activité expertise. C'est comme ça. Maintenant, c'est terminé, c'est plié. Donc, il faut qu'on se positionne. Il y a plein de mains qui se sont levées. Je ne sais pas ce que j'ai dit. Donc, je ne sais pas laquelle était la première. Donc, moi, je ne fais pas la modération, je suis juste. Je laisse la modération. Je ne suis pas modérateur, je passe le micro. Alors, je m'appelle Dominique Judo, je suis santé publique et je suis originaire d'une autre région et seulement depuis peu dans la région des Pays de la Loire où j'étais présidente d'Alex et maintenant je suis trésorière de l'association Alex et j'étais directrice d'un réseau qui s'appelle Neurodev. Et dans le Nord-Pas-de-Calais, on a travaillé énormément en lien entre les SMR, les CESAD, les libéraux, et on a réussi à faire prendre en charge, pas toujours bien sûr parfaitement, mais avec un maximum d'aller-retour entre justement tous ces dispositifs et en réservant à chaque enfant la prise en charge qui était la meilleure. Alors, il a fallu beaucoup d'années pour construire tout ça. Ça a pris, sous l'impulsion de M. Vallée, au moins 10 ou 15 ans pour le construire. Et puis, je pense que ça continue à fonctionner et que chacun y trouve à la fois un bénéfice et surtout les enfants en ont un bénéfice considérable parce que effectivement, ceux qui peuvent rester en libéral, ben, ils restent en libéral et ça va très bien. Et si les parents ont besoin d'aide, si on a besoin de plus, ben, quelquefois on va vers le CESAD. Et s'il y a besoin d'expertise, soit à un moment donné, soit de façon plus longue et plus appuyée, on se dirige vers les SMR et avec aussi les consultations hospitalières qui prennent leur part. Et je pense que quand on travaille tous main dans la main, eh ben, ça marche beaucoup mieux. Nous avons une dernière question ici. Bonjour, je suis pédiatre en SMR en Loire-Atlantique d'un an. Et donc, je corrige la dit, puisqu'on fait déjà une activité en SMR de prise en charge des TSLA à Nantes, justement, exactement, sur sollicitation des PCO, du CHU, des centres références. Donc, en fait, il y en a une que je coordonne et je pense à tous mes collègues qui passent beaucoup de temps à s'en occuper. Je voulais juste rectifier ça. Et c'est un, on l'a dit. Il y a deux questions ici, on a le temps pour deux questions supplémentaires. Oui, c'est ça. On n'a pas dit qu'il n'y en avait pas. On n'a pas dit qu'il n'y en avait pas. Hein? Bonjour, je suis pharmacien en économie pédiatrique. Moi, en fait, pour compléter,
Il y a à Nantes une très bonne, il y a à Nantes une prise en charge des TSLA par le médico-social, par l'Institut La Persagotière, qui propose une classe en milieu ordinaire avec des enseignants formés. Et donc, il y a une classe qui est à la fois inclusive parce que les enfants qui se trouvent, une classe de 10 personnes et de 10 enfants qui souffrent de TSLA, sont pris en charge en milieu ordinaire puisqu'ils sont avec leur père et avec des enseignants formés, avec sur place une orthophoniste, des psychomotes, des ergots qui interviennent directement. Et souvent, le regret de ces enseignants et de ces professionnels, c'est que justement, ils n'ont aucun lien avec les SMR pédiatriques. Et moi, pour, j'allais dire, être sur les deux versants, être parent dans la structure d'enfants TSLA et pharmacien en SMR pédiatrique, les deux ne se connaissent pas. Et je crois que c'est tout à fait dommage parce que ce qui a été mis en place par la Persagotière pour aider les enfants aussi bien en primaire et ensuite au collège, pour avoir une structure adaptée à ces enfants avec des troubles spécifiques, avec des enseignants formés, avec des professionnels médico-sociaux formés, est très intéressante et pourrait être dupliquée. Et actuellement, en fait, les deux structures ne se parlent pas. Donc, c'était surtout une réflexion personnelle pour être dans les deux versants. Voilà, merci. Alors, c'est toujours un petit peu frustrant, on doit arrêter les questions. Il y a aussi des questions là, donc on va... Ouais, non, j'ai vraiment 30 secondes par rapport à ce que disait Patrick. Au centre de rééducation des Capucins, il y a 10 ans, on avait mis en place des consultations TSLA et à un moment, ça a embouteillé nos consultations et on ne pouvait plus répondre aux besoins des enfants avec troubles des apprentissages et pathologies neurologiques. Et je crois que le gros point important, c'est d'être capable de porter le diagnostic. Et je te rejoins complètement, Patrick, sur l'accent qui doit être mis sur les équipes pluripro qui s'y connaissent et qui sont capables d'infirmer un diagnostic. Voilà. On va accueillir Adélaïde François-Bonger, la puissance des maths, Julie Beaufils et Tiffaine Hervé. On vous présenter la place des SMR pédiatriques dans la prise en soins des enfants avec polyhandicap. Et on accueille Rodolphe Bailly et Patrick Valloquet. Bonjour. Deuxième groupe de travail. Donc, nous, on a eu la chance de travailler sur le suivi du polyhandicap, qui est la deuxième expertise qui avait été menée pour les SMR. Nous avons formé un petit groupe de travail de médecins de SMR Bretagne Pays de la Loire. Et on s'est, je pense que comme tous les groupes, on a mis au travail d'une part pour refaire un peu un état des lieux de ce que nous connaissions nous du point de vue des SMR, en travaillant dedans, et avec aussi un regard de quelles sont les attentes de l'extérieur et surtout du champ du médico-social envers les SMR pour la prise en charge des enfants avec polyhandicap. Donc, sur la diapo, vous ne voyez pas, vous verrez tout de suite après. Juste, on a voulu vraiment que le groupe de travail au sens élargi ne soit pas non plus trop grand, mais qui puisse être transversal aussi bien sur l'aspect géographique, donc ça regroupe des professionnels de Bretagne, des Pays de la Loire, du champ du médico-social et du sanitaire, médical, paramédical. Voilà, nous on verra si ça marche pour la suite. Et comme pour le précédent groupe de travail, on a donc essayé de travailler en visio avec des échanges, des réflexions sur ce qu'on avait envie de mettre en avant et de pouvoir en dégager des pistes de travail derrière. Donc voilà, notre méthode, on a eu un certain nombre de réunions et on a essayé de travailler, de faire un état des lieux. Alors déjà, comment l'expliquer tout d'abord sur nous en tant que professionnels du SMR, comment on voit notre SMR dans le champ du polyhandicap, qu'est-ce qu'on propose aujourd'hui en région, et puis surtout de voir un peu les principaux intéressés sous le libéral et surtout médico-social, qu'est-ce qu'ils attendent de nous au quotidien. Et afin de vous donner un petit peu des propositions. Et comme vous l'avez demandé, cahier des charges, des groupes de travail, il y a des objectifs SMART. Alors, je le rappelle juste pour ceux qui ne connaissent pas. C'est-à-dire que c'est d'avoir des axes de travail qui vont être spécifiques, mesurables, atteignables, réalisables, réalistes, et éventuellement sur un temps défini. Alors, pour ceux qui sont moins habitués au champ, dire le polyhandicap, qui est quand même une terminologie bien franco-française, comme on aime faire,
Il y a eu des définitions qui se sont pas mal évoluées au cours des années avec, j'ai retenu celle qui était du PNDS de 2020. Le polyhandicap, c'est une entité syndromique qui va associer un dysfonctionnement cérébral précoce, survenu au cours du développement. Je rappelle, on considère qu'un cerveau est en fin de développement vers l'âge de 2 ans. Ça peut discuter, avec des conséquences graves. Une perturbation à expression multiple, avant tout naturellement motrice, spéciale perceptive, cognitive, et dans les constructions des relations avec l'environnement physique et humain, une situation d'extrême vulnérabilité physique, psychique et sociale, au cours de laquelle certaines personnes peuvent présenter de manière transitoire ou durable des signes de la série autistique. Aujourd'hui, voilà, c'est la définition la plus officielle. Alors, à côté, vous voyez un bon vieux dessin. On l'a mis parce que toutes les générations, je pense, aujourd'hui l'ont vu. Mais comme on en a discuté, c'est quelque chose, je pense, qui va aussi être amené à évoluer parce que faire ce petit cercle rouge au milieu de tout ça pour définir le polyhandicap, qui peut être de cause acquise, congénitale et autres, je pense que ça aussi, ça va bouger, que ça disparaîtra, même si vous êtes tous très habitués à avoir cette petite maison qui est encore utilisée aujourd'hui dans des documents officiels. Alors, le polyhandicap, on est quand même parti sur là depuis 4 ans. Il y a de la littérature, il y a de l'expérience, de la synthèse, des recommandations qui ont été publiées, le PNDS de 2020, les recommandations de la HAS sur l'accompagnement de la personne polyhandicapée dans sa spécificité et plus récemment, le rapport INSERM d'expertise collective qui reprend aussi en grand les synthèses de toute la littérature et toutes les informations qu'on peut avoir sur le sujet. Donc, l'idée n'est pas aujourd'hui d'inventer quelque chose ou de proposer quelque chose qui n'a pas été fait, mais de revoir un peu nous déjà, qu'est-ce qui est mis en place sur nos territoires et comment reprendre des choses qui sont ici, ailleurs, ou qu'est-ce qui manque pour qu'on puisse avancer dans ces recommandations sur le terrain. Alors, pour ceux qui sont moins habitués, peut-être situer l'enfant ou même l'adulte en situation de polyhandicap. Euh, les prises en charge, on parle du soin. Aujourd'hui, quand on parle de SMR, on est dans le champ du soin. Donc, nous, en tant qu'SMR, on peut vous proposer une prise en charge du soin. Et elle est, je vous ai mis plein de petites choses, mais la personne polyhandicapée, elle a besoin de soins au sens large. On va du système ostéo-articulaire, la neuroorthopédie, le comportement, la vision, l'audition, les aspects bucco-dentaires, nutritionnels, digestifs, respiratoires. Donc, en fait, il n'y a pas un seul médecin qui arrive à faire tout ça. C'est vraiment un champ de la pluridisciplinarité, aussi bien au niveau médical, paramédical et à toutes les étapes de la vie. On parle souvent de la transition enfant-adulte. On en reparlera d'Élaïde dans la deuxième partie du topo. Il y a plusieurs transitions chez l'enfant. Il y a la petite enfance, où on est souvent dans le diagnostic qui peut être tardif en plus, dans la prise en charge plus ou moins précoce, dans la mise en place des prises en charge libérales, médico-sociales, avec les âges différents entre le suivi du soin, le suivi médico-social, la période de l'enfance, 7-12 ans, la transition enfant-ado, et en plus après partir vers le champ de l'adulte, où on est adulte civilement à 18 ans et adulte 20 à 20 ans médico-social. Donc, on va vraiment, le SMR va devoir essayer de coordonner ou en tout cas pouvoir proposer différents types de prise en charge du soin pour la personne, l'enfant en situation de polyhandicap. Ça, c'est une petite commande que nous avions fait auprès de Frisbee. Il y a juste une petite erreur sur les deux. Ça avait été de dire comment le maillage des SMR pédiatriques sur l'aspect hospitalisation et avec les compétences qu'on attend d'un SMR pour la prise en charge d'un enfant polyhandicapé. De voir un petit peu. Donc, tout ça, c'est un peu tous les SMR qui vont avoir une compétence neuro-orthopédique, nutritionnelle, respiratoire. Voir qu'aujourd'hui, c'est assez hétérogène. Vous avez souvent vu les cartes de France avec la bande Est-Ouest où il n'y a rien. Et ben, c'est vrai que plus on va vers le sud des Pays de la Loire, au sud des Pays de la Loire, il y a très peu de SMR. Il y a une erreur sur les Deux-Sèvres, mais c'est que de l'obésité pédiatrique. Je ne pense pas que nos patients polyhandicapés ont besoin d'une prise en charge en obésité. Mais voilà, plus on va vers le sud, plus vers Bordeaux, et on va vers le centre de la France, moins il y a d'équipes, en tout cas, qui peuvent essayer de proposer cette prise en charge pluridisciplinaire. Les constats, alors, on a beaucoup discuté, c'est pas une liste exhaustive, hein, ce dont on vous parle, mais c'est un petit peu les expériences affichées
qui marchent depuis un certain temps, qui sont assez, en tout cas, pas forcément que ciblés sur le polyhandicap, mais qui répondent vraiment à des demandes, nous, en tout cas, en tant qu'acteurs du SMR, aujourd'hui, sur les différents territoires. En Bretagne, il y a la fameuse équipe mobile douleur Modidol qui est orientée vers les patients déficience intellectuelle sévère qui va se déplacer donc, pour la population polyhandicapée vers les structures médico-sociales notamment pour évaluer et prendre en charge la douleur. Et ils vous diront qu'ils ne font pas que de la douleur quand ils se déplacent. Il y a sur les deux territoires ce qu'on appelle un SMR, des séjours d'évaluation polyhandicap. Il s'appelle Répi Plus à Brest, il s'appelle ESCAL à Nantes, mais la plupart des SMR les proposent aux patients de venir. L'équipe de réadaptation enfant mobilité dans le Finistère qui est ouverte sur l'enfant au sens large, mais qui va pouvoir aller voir l'enfant en situation de polyhandicap chez lui, à l'hôpital, pour évaluer les besoins. Les centres de référence polyhandicap Brest, centres de compétences à Angers qui ont été mis en place, les différents groupes de TP, certaines expériences de consul pluridisciplinaires à destination de patients polyhandicapés pour préparer une chirurgie. Voilà. Ça, c'est des choses très spécifiques qui, aujourd'hui, tournent et sont efficaces sur nos territoires. Ce qu'on est allé regarder, on ne pouvait pas aller voir toute la France. Hein, j'ai questionné pour les TSLA, on n'avait pas le temps, c'est compliqué. Après, on a tous nos idées. Ce qu'on avait retenu, en tout cas, des expériences un peu similaires ou qu'on n'avait pas, c'est quand même le projet de télémédecine spécifique polyhandicap en Île-de-France, qui est assez, qui parle beaucoup. Et d'autres expériences comme en Hauts-de-France, d'équipes mobiles aussi, situations complexes, plutôt centrées sur les troubles du comportement, les situations de polyhandicap. Et après, on s'est dit, bon, qu'est-ce que les établissements médico-sociaux, eux, ils attendent de nous? Alors, on a aussi envoyé notre petit questionnaire, Google Form, à différents établissements médico-sociaux, Bretagne, Pays de la Loire. On a eu quand même 18 établissements qui ont répondu, avec une grande majorité, je dirais, de soignants rééducateurs, mais aussi des administratifs. Il y avait deux grandes questions qui étaient posées. Premièrement, aujourd'hui à T0, pour quel je vous ai montré un petit peu cette petite fleur où tous les axes de soins qui vont être importants pour la personne polyhandicapée. Vous, aujourd'hui, déjà, quels sont les liens existants avec les SMR? Vous êtes un IME et un IEM avec des prestataires, un EAP. Vous vous tournez vers le SMR pour quelles problématiques sanitaires euh, et qu'est-ce que vous auriez sinon comme attente? Alors, ce qui nous a rassurés, c'est qu'on collait à peu près. La priorité, c'est l'évaluation neuro-orthopédique qui est attendue des SMR. Et puis, tout ce qui est répit, évaluation globale du patient. Donc, c'est des choses aussi déjà qu'on propose. De l'expertise sur certaines parties, le RISPI, le nutritionnel. Et là où ils ont moins besoin, ça va être l'évaluation de la douleur. On sait qu'il y a déjà quelques équipes mobiles qui peuvent bouger, l'évaluer, les soins palliatifs, l'équipe Mobidol, la CAA et ce genre de choses. Donc, déjà, on se dit, on est à peu près raccord sur les attentes du médico-social et ce qu'on propose. Comment maintenant on peut répondre de façon encore plus précise sur ces attentes qui va vous faire des propositions. Merci Capucine, bonjour à tous. La suite, du coup, ça a été, à partir de là, une fois qu'on a fait ces constats, qu'est-ce qu'on a pu développer comme idée? Donc, on a vu que les ruptures de parcours les plus fréquentes pour nos patients, donc aussi bien dans le polyhandicap que dans d'autres pathologies chroniques d'ailleurs, sont plus fréquentes au moment de transition. La transition, on pense tout de suite enfant-adulte, mais en fait, quiconque s'occupe des enfants sait que la transition est à l'âge 0-6 ans. Cette période très importante dans le polyhandicap, où on voit apparaître la pathologie. Les enfants, ils ont souvent entre 0 et 1 an, hein, dans le handicap le plus sévère neuromoteur. Et puis, on va accompagner cette phase de diagnostic et la prise en charge. Les parents vont avoir ce fameux passage de la poussette au fauteuil roulant, des moments qui vont être clés et charnières dans la vie des familles, que vont accompagner les équipes médicales. Donc, en fonction de là où on vit, on peut être très bien accompagné par les CAMS, ce qui est encore le cas à Brest, avec toutefois un délai important, et puis des prises en charge qui vont être parfois limitées. Et là vont apparaître la première utilité des SMR. On peut le voir aussi à l'âge de l'enfance, en fonction des places à l'IME, des places au CESAD, et puis ce fameux relais ado-adulte. Dans ce qu'on a vu et ce qu'on fait tous déjà, il y a les séjours d'évaluation.
Il y a également certaines équipes mobiles qui fonctionnent bien parce que pour certains troubles, hein, on a vu la douleur, mais également les troubles du comportement, il est beaucoup plus pertinent, ou les troubles du sommeil, moi je trouve, il est beaucoup plus pertinent d'aller évaluer l'enfant là où il vit, dans sa famille ou au sein des IME par exemple, plutôt que de le faire venir en consultation pour évaluer un trouble du comportement qu'on ne va pas percevoir, parce que ça ne va pas être présent sur les 45 minutes où il va être là. Et donc, ça, c'est quelque chose qui est même cliniquement dans le soin utile. Et puis, il y a l'attrait de la télémédecine. Alors, quand on vit à Brest, avec un territoire restreint, parce que de toute façon, les gens, ils n'iront jamais à l'ouest de Brest, c'est peut-être moins pertinent que dans d'autres situations, notamment dans les pays de la Loire, où on voit l'intérêt de la télémédecine. Alors, qu'est-ce qu'on a eu comme idée? Et là, on va pouvoir en débattre tous ensemble. Il y a les séjours d'évaluation pluridisciplinaire. Ça, on le fait déjà. En fait, on répond souvent à des questions, soit issues de la famille, soit issues des équipes médicales des structures de MS, pour une évaluation complexe. On va pouvoir faire à la fois la respi, la nutrition. Donc, ça va quand même nécessiter des moyens, parce qu'il va falloir faire passer plusieurs acteurs dédiés avec une expertise, rééducateurs ou médical ou paramédical. Là, on voit l'utilité de répertorier ce qu'on peut faire et de les faire émerger au sein de toutes les autres hospitalisations qu'on peut proposer en SMR. Parfois, typiquement, on peut avoir des demandes de répit de famille. Ça va être assez classique. On voit arriver l'enfant et en fait, il va faire un répit de 15 jours et il va voir le gastropédiatre, le MPR, le kiné pour la respi. Bon, bah, finalement, on a quand même fait un peu plus qu'un répit sur les 15 jours au vu des expertises que l'enfant a rencontrées. Il faut réussir à mettre en valeur ces séjours-là qui vont avoir besoin d'un temps de coordination au sein du SMR, mais également avec les établissements et les familles à la sortie, parce qu'il va falloir diffuser et valider ce qu'on propose pour la prise en charge de l'enfant. Donc ça, c'est quelque chose qui existe déjà, mais qu'on voudrait mettre en avant en termes d'expertise. Et puis, il y a l'intérêt de l'équipe mobile. Alors déjà, l'équipe mobile, ça permet une réponse, moi, je trouve, un peu plus rapide à une demande précise, typiquement la modification de comportement. On a vu la douleur. Donc, parmi notre équipe, il y avait le docteur Lemoine qui dit que sous couvert de la douleur, l'équipe mobile Modidol, c'est 0-25 ans, troubles cognitifs sévères, donc il y a la déficience intellectuelle impliquant le polyhandicap, mais il y a aussi l'autisme. Il se déplace sur l'ouest de la Bretagne et en fait, ils vont pour la douleur, mais ils ont trouvé des enfants avec un état nutritionnel parfois déplorable. Ils vont avoir des motifs, est-ce que c'est pas de l'épilepsie finalement? Sous cette porte d'entrée clinique de douleur, on va avoir d'autres attentes. Cette idée de se déplacer, elle est pour moi fondamentale pour évaluer ces enfants. Après, ce qu'il faudrait, c'est voir quelles équipes mobiles, et là, sur le travail qui a été fait, il existe d'autres équipes mobiles en France. Finalement, en termes de qualité d'activité, qu'est-ce qu'ils font? Quels sont leurs motifs d'intervention? Et au niveau quantitatif, qu'est-ce que ça implique en termes d'équipe? Quelles expériences il faudrait au sein de ces équipes? Un médecin, Modidol, c'est un médecin, un infirmier. Donc, on voit que parfois ça existe, mais les équipes qui existent ont un statut qui est plutôt fragile et surtout, ça n'existe pas sur tous les territoires. Ça permettrait de pallier parfois le manque de professionnels formés. Euh, c'est une première réponse, on trouve, qui est très complémentaire de celle-là, la télémédecine. Donc là, on s'est appuyé sur l'expertise notamment de l'équipe de Marie-Ulie à Paris, qui le fait déjà, avec évidemment une problématique locale. Les Parisiens se déplacer, c'est encore une gageure d'un autre niveau pour accéder aux expertises. Si on veut amener un enfant à une consultation médicale à Necker, c'est encore autre chose que c'est Brest, hein, quand même. Et puis, on s'en rend tous compte, mais ça va permettre quelque chose d'hyper important, c'est la réponse rapide. Typiquement, je ne sais pas, la fracture, il faut adapter le positionnement. L'épilepsie, on a un doute, il faut adapter le traitement. On peut donner un avis sur une radiographie du rachis quand ça se dégrade. Un EEG, évidemment. Alors moi, je suis neuropédiatre, hein, c'est pour ça que, en fonction des expertises des uns et des autres. Mais du coup, ça va être une réponse très, très rapide, téléphonique. Alors, on se dit tous, waouh, on a fait un peu de télémédecine pendant le Covid. La galère, l'ordinateur, le logiciel, tout ça. L'expérience des gens qui le font à Paris, c'est finalement le matériel, c'est pas grand-chose. Il faut une bonne caméra et un micro. Mais globalement, on n'a pas besoin d'un truc de dingue à installer sur un ordinateur. Donc, au niveau des établissements médico-sociaux et des financements, le matériel, c'est pas ce qui va être le plus complexe. Ce qui est le plus complexe, c'est le temps humain dans les établissements médico-sociaux.
Ça, je vous apprends rien. Et donc, l'idée que, en fait, il faut s'organiser et avoir besoin d'un docteur ou un rééducateur formé d'un côté de la caméra, mais que de l'autre côté, il faut avoir l'enfant, parfois sa famille, si, évidemment, quand même, si on le peut, et puis le personnel de l'établissement qui va solliciter, qui va avoir une question et qui peut entendre la réponse. Ce qui implique de détacher quelqu'un du groupe un temps donné pour venir participer, mais pour pouvoir après rapporter la réponse et puis en rediscuter. Et finalement, l'équipe parisienne dit c'est ça qui a eu, pour lequel ils ont eu besoin d'aménager le plus en fonction des établissements, mais ça fonctionne bien une fois que ça a été lancé. Et nous, on pense que ces trois projets, si on dit les séjours d'évaluation pluridisciplinaire, ça existe déjà, mais il faut les mettre en valeur, il faut les faire connaître, il faut les faire exister en parallèle des répits, faire le point sur de quoi on a besoin pour faire ça au sein des SMR. Ça, c'est de l'expertise clinique au sein du SMR. Et les deux autres projets sont l'expertise clinique du SMR qui s'exporte. Et quand nos patients avec un polyhandicap ne peuvent pas venir à nous, ou quand ce n'est pas pertinent de les faire venir. Évaluer les troubles du sommeil de l'enfant en SMR, voilà, typique. Typique. Il ne dort pas à la maison, il arrive chez nous, première nuit, il ne dort pas, et du jour d'après, il dort super bien. Les parents nous disent, ah, c'est pas du tout comme ça chez nous. Eh bien oui, parce qu'on n'évalue pas le symptôme dans son environnement. Avec, moi, je trouve l'importance du délai de réponse, qui va être là aussi gradé en fonction de la question. Et la dernière demande que j'ai eue, comme je travaille à 2 endroits, en SMR pédiatrique, mais également je suis l'un des médecins du centre de référence polyhandicap de cause rare du CHU de Brest, c'était est-ce que tu peux faire sur une seule dia, c'est quoi le centre de référence, c'est quoi les SMR, et tout ce qui existe en tant qu'équipe, parce qu'on a du mal à différencier qui fait quoi. On m'a demandé une dia, j'ai eu du mal à faire ça, donc j'ai 2 dias, je crois. Ça ressemble à ça. J'ai défini 4 grands domaines et tout est perfectible et on peut tous en discuter. Je me suis dit, ces patients-là, il y a le soin, la coordination de parcours, tout ce qui est formation et enseignement, et là, c'est très vaste. Ça va de la formation de nos étudiants à la réalisation de congrès, la formation des professionnels, et puis la recherche. En tant que brestoise, j'ai mis des images de Bretagne que je maîtrise. Donc, dans le soin, au centre du cercle, vous avez les centres de référence déficience intellectuelle et polyhandicap, donc il y a Brest et Angers. Nous, on fait les 4. On fait du soin d'expertise, on fait de la coordination de parcours complexe, on fait de la formation et de l'enseignement, et on fait de la recherche. On a la chance d'avoir à Brest BioChild qui fait de la recherche. Je ne présente plus le professeur Brochard étant là. On a le centre de, comment on a Déficiente, qui est notre filière mère, qui est un groupe national qui coordonne tous les centres de référence déficience intellectuelle et polyhandicap de France, mais également les autres centres de référence comme l'épilepsie rare, obésité rare, pathologie rare, pathologie psychiatrique d'expression rare, malformation du cervelet et troubles du développement intellectuel. On a Maud Idol, dont je vous ai parlé, qui est l'équipe mobile, qui là va faire du soin. Et puis, si on complète cette image, on a entre coordination, parcours, on va avoir l'équipe mobile dont on vous a parlé aussi, qui fait à la fois du soin et de la coordination de parcours. Ils peuvent dire, ah bah, cet enfant-là, il va pouvoir être suivi en libéral, cet enfant-là, il va avoir un intérêt à venir en SMR quelques jours, quelques semaines. Évidemment, il y a toutes les équipes de soins palliatifs qui vont prendre en charge nos patients, qui vont faire de la coordination et du parcours. Et puis, on a Frisbee, qui nous permet à tous d'être là aujourd'hui. Donc, qui est la Fédération médicale universitaire des SMR pédiatriques, donc qui va faire du soin, qui va être une vraie plus-value pour soutenir le développement de la recherche. On a des nouvelles entités, Monsieur Jacques est dans la salle, pour le pôle ressources polyhandicap de Bretagne, qui là va avoir comme rôle à la fois d'animer le réseau des établissements médico-sociaux de Bretagne, mais également de participer à la formation des professionnels, en développant des formations faciles d'accès pour tous les professionnels qui s'occupent de nos patients avec polyhandicap. Et puis, on a des structures plutôt de coordination de parcours, d'accès aux soins qui vont être dédiées à nos patients quand même, avec l'équipe relais handicap rare qu'on peut solliciter quand on vit avec un handicap rare, ce qui n'implique pas que le polyhandicap. Il y a tout ce qui est surdicécité, certaines maladies rares. Par exemple, en Bretagne, ils œuvrent beaucoup pour le Huntington. Et puis, il y a les Brest Santé Handicap qui vont être un regroupement des handi-accès avec à la fois aiguiller
nos patients pour permettre un accès aux soins, quel que soit le handicap du patient, mais également animer au niveau réseau de santé ce sujet du handicap. Et voilà arrivé le SMR, que je mets au centre parce que dans les SMR, si on parle d'expertise polyhandicap, comme le soin, comme les centres de référence, mais les centres de référence, c'est très CHU, le SMR fait à la fois le soin, la coordination de parcours, de l'enseignement et de la recherche, mais au plus près des patients, avec un rôle qui est cette fois-ci clairement local, à la différence des CHU. Donc j'espère que cette dia qui a le mérite d'être ce qu'elle est, mais que j'ai essayé d'être claire et représenter un petit peu les différents acteurs de la Bretagne, mais peut s'exporter pour les Pays de la Loire avec le rôle défini de chacun. Voilà. Merci beaucoup. Alors, on est deux à modérer. Rodolphe, je te propose de prendre la partie gauche. Très bien. On va prendre la partie droite. Moi, j'ai une remarque. Marie Revenu, je suis pédiatre à Angers au SMR de Capucin. Merci beaucoup pour cette présentation. Je suis juste un petit peu étonnée dans ce qui fonctionne que vous n'ayez pas cité des choses plus simples que des choses très organisées avec un joli logo et une belle équipe, qui est simplement la mise à disposition, par exemple, des médecins de LPR entre les SMR et les établissements médico-sociaux, qui permet quand même de fluidifier pas mal les prises en charge pour ces enfants-là, en particulier les enfants polyhandicapés. Et également de dire que dans ce qui fonctionne, il y a aussi tout le soin courant qui est fait en SMR pour les enfants polyhandicapés sans avoir une identification propre, c'est-à-dire un parcours avec une équipe et un nom particulier, parce que le polyhandicap, c'est quand même un peu notre quotidien dans les SMR, et même si ça mériterait peut-être d'être mieux valorisé, il y a quand même beaucoup de choses qui sont déjà faites et qui fonctionnent, et effectivement, je vous rejoins avec le lien avec les équipes médico-social et les parents, mais c'est quand même déjà du soin courant, pas uniquement des dispositifs spécifiques. C'est pour ça que je l'ai dit au début, je voulais pas. En fait, l'idée était de faire ressortir des choses un peu peut-être plus originales. Mais bien sûr, c'est notre quotidien et effectivement, ça par contre, on aurait dit, c'est tellement notre quotidien, tu vois, que le fait d'aller en établissement médico-social en tant que médecin NPR, c'est que notre quotidien. Parce que c'est déjà le quotidien et que ça nous paraît acquis. Après, ça ne l'est peut-être pas non plus parce qu'on est de moins en moins nombreux et c'est un peu aussi compliqué de pouvoir. Moi, j'ai beaucoup échangé avec le 49 là-dessus, sur aussi votre organisation avec les établissements qui n'ont même plus du tout de médecins traitants et où vous allez sur. C'est tellement en fait, pour moi, on n'est pas en STMR, en NPR, sans être dans un établissement médico-social à côté. Bonjour, Fadia Hugo, je suis responsable pédagogique en formation initiale à IFM 3R de Nantes. Moi, j'ai une question parce que j'ai aussi été kinésithérapeute au Capucin. Et comment on fait tout ça? Parce que tout ça, c'est de l'argent. Et a priori, comment on peut mettre en valeur des choses s'il n'y a pas quelque part, à un moment donné, des décisions qui sont prises mais qui ne sont pas à notre niveau en tant que thérapeute? Enfin, en tant que thérapeute, c'est tout ce qu'on en est ici, quoi. Ça se décide bien un peu ailleurs, je pense. Je ne sais pas si ça solutionne la question. C'est vous qui me direz. C'était la commande de la journée. C'était si vous aviez cette possibilité d'imaginer le mieux pour prendre en charge le mieux possible nos patients qui ont un polyhandicap. Aujourd'hui, on fait Exactement. pour mieux. Pour avoir un projet commun sur qu'est-ce qui fonctionne. Merci beaucoup. Donc, le temps qu'on donne tous et le fait qu'on fait tous du soin en SMR, en établissement, donc on va déjà au plus près des patients, on coordonne déjà du soin avec les moyens qu'on a, le temps dont on dispose et l'énergie qu'on a. Et maintenant, à partir de là, qu'est-ce qu'on aimerait voir se développer? Et donc, ça a été le but de ce groupe de travail. Et on s'est dit, bah, nous, on pense que être au plus près de ces patients-là, pour les familles qui ont du mal à se déplacer, les patients lourds, le fait qu'on ne soit pas toujours accessible, ça implique quoi? Qu'on y aille davantage. Donc, télémédecine et et équipe mobile, pardon. Et par contre, quand on a besoin de les faire venir, qu'est-ce qu'on fait? Quel est le cahier des charges d'un séjour d'expertise dans un SMR pour pouvoir dire, bah là, on n'a pas fait que du répit. Exactement. Et à quel moment on se dit, bah là, ce qu'on fait, c'est, il y a le séjour de SMR, ce qu'on fait déjà, et puis bah, parfois, on fait plus que ce qu'on fait déjà. Et à quel moment on met
le curseur, à quel endroit on met le curseur, combien de rééducation ça implique, combien d'avis spécialisés ça implique, pour pouvoir dire là c'était un séjour d'expertise, ou là c'était un séjour en SMR, là c'était un répit. Voilà. On a fait du rêve. Mais Et en fait, le rêve, il faut qu'il soit prêt le jour où il y a des moyens derrière. En fait, c'est pas, voilà, on a un appel d'offres, bouf, vite, il faut faire un projet. Donc, il faut que le projet il soit prêt. Et donc, en fait, l'idée où on redétaille, c'est de dire, mais comment déjà faire, comme dire, si des gens, les séjours d'évaluation polyhandicap, je pense qu'il y a plein en France, oui, de gens. Donc, faire un cahier des charges qu'on lui donne un, nous, on appelle Répi Plus, d'Otescal. Est-ce qu'on peut pas lui donner un nom commun qui sera décliné dans toute la France? Déjà, ben voilà que ça soit prêt, ce cahier des charges. Combien ça coûte, ce genre de choses. Une équipe mobile, pourquoi pas. Après, on a tous des territoires différents, ça se déclinera probablement différent. Mais il faut que les projets soient quantifiés, prêts, pour que le jour où ben, on a une appel d'offres, l'État lance des financements, ben, oups, c'est prêt, et voilà, on l'a justifié. Et du coup, l'idée, c'est de voir est-ce que vous êtes d'accord, est-ce que vous avez des commentaires, est-ce qu'il y en a qui vous semblent plus pertinents que d'autres? Oui. Bonjour, Hugo Rouge, je suis médecin interne à Nantes. Moi, j'ai une question dans les recherches que vous avez faites. Est-ce que du coup, il y a des choses des recommandations dans le cadre du polyhandicap sur le temps de coordination nécessaire médical dans dans les établissements médico-sociaux? Parce que du coup, c'est nos... Enfin, il y a des gens détachés, des Je médecins pense que alternants. ça n'existe pas, mais je ne suis pas 100%. Oui, te dire qu'il n'est... Ah, Monsieur Dinomé. Ah, Ah, super. on t'attendait. C'est un micro, non, en fait, tu l'as dit, Capucine, par rapport à vos questions, il y a l'expertise collective Polyhandicap UNICERN qui a fait un rapport de 900 pages sur cette question du polyhandicap et extrêmement bien écrit, une bonne lecture. Et puis il a fait surtout une synthèse de 90 pages, notamment l'expertise collective UNICERN, c'est à la demande de la CNSA, qui était donc la cinquième branche de l'assurance maladie, pour ensuite orienter nos tutelles, les ministères et autres organismes autour de cette question que vous avez bien dit, du polyhandicap, de ce millefeuille des différentes structures. Quand on voit l'entièreté du millefeuille, on se demande s'il ne faut pas en plus en rajouter un qui sera un case manager. Et donc on voit bien que c'est une amplification des structures que peut-être en fait plus efficiente. Donc pour répondre à ta question, Louise, dans ces recommandations, il y a des recommandations d'action et de recherche. Et dans une des recommandations d'action, c'est ce que tu viens de pointer, c'est la question du, du peu d'attractivité du polyhandicap, ça faut se le dire, pour les professionnels de santé, du peu d'attractivité des établissements médico-sociaux pour les professionnels de santé, mais aussi les travailleurs médico-sociaux, et comment on fait, et quel est le bon ratio. Alors on ne donne pas que des réponses, mais il y en a, donc il faudra aller le voir, et on espérait que ce rapport ait un vrai écho auprès de nos décideurs, et il est tombé, figurez-vous, 3 jours après la dissolution, au mois de juin. Ce qui fait que personne n'en a parlé, et hormis bloquer des armoires et servir de cale-porte, le rapport sert peu pour le moment, et donc profite du fait que vous en ayez parlé là pour se dire c'est aussi à nous de diffuser auprès des décideurs ce type de document qui reprend l'entièreté de la littérature. Il y a quelque chose aussi, on parle des équipes mobiles, le but, c'est pas de créer une équipe mobile polyhandicap partout. Il y a des équipes mobiles qui existent déjà, on les étoffe. Pour enfants, on va pas faire une équipe mobile spécifique enfant polyhandicap, peut-être pas. Il y a des équipes adultes, il y a déjà des expériences, on mixe équipe mobile enfant-adulte. Je pense que les réponses, elles vont être vraiment très variables en fonction. Mais il faut des compétences dans chaque équipe qui soient adaptées. J'ai une petite question par rapport à la télémédecine. Comment vous voyez, vous en faites déjà? Alors, l'équipe qui en fait déjà, en tout cas à Brest, c'est l'équipe mobile. Comme quoi, Okay. ouais, eux, ils ont l'habitude parce que typiquement, ils vont se déplacer au sein des établissements ou dans les familles, répondre à la question de la douleur, mettre en place des conseils, des prescriptions antalgiques, par exemple, après à examen complémentaire. Et en fait, ils ont ce projet de réévaluer, parce qu'en fait, souvent, on réévalue peu, nous, ce qu'on fait dans les établissements médico-sociaux. Et du coup, là, il y a un vrai projet de réévaluer ce qui a été fait par rapport aux conseils donnés et est-ce que ce qu'on a préconisé, c'est efficace ou pas. Et donc, cette réévaluation, elle se fait en télémédecine
le docteur Lemoine qui fait, et donc monsieur Insogna, l'infirmier qui travaille avec lui, ça fonctionne très bien à l'échelle départementale du Finistère. Et donc, moi j'en ai discuté beaucoup avec docteur Rully, qui faisait ressortir pour Paris enfin, le point de faiblesse sur finalement le temps humain dans les établissements médico-sociaux. Et elle me dit, moi j'étais très attachée à tout ce qui était matériel, euh, le réseau, les logiciels et tout. Et finalement, ça a été un faux problème. Avec un peu de volonté, les établissements qui veulent, ça va très vite. Par contre, le problème humain, c'est vraiment le problème de temps. Je trouve que c'est une piste très intéressante à développer. Juste un micro bémol sur l'aspect matériel, on est d'accord, hein, enfin, c'est pas si compliqué que ça. La seule chose auquel je pense qu'il faut être attentif, c'est quand même la question de sécurité informatique. Oui. Et qui peut être un vrai frein, parce qu'avec les mises en place des pare-feux, des rangs, on sait que c'est légèrement important. C'est pas si simple que ça dans des structures d'arriver à allier une certaine souplesse dans la télémédecine et la sécurité informatique. Alors là, pour le coup, sur la région des Pays de la Loire, l'ARS a mis en place un système de télémédecine qui fonctionne extrêmement bien, tout à fait sécurisé, que nous utilisons beaucoup. Et, bon, je pense que là, il y a une solution technique, comme on l'a dit, assez simple. Il y a encore d'autres questions? Donc, du coup, on retient 3 projets. Télémédecine, se rendre sur place et les évaluations pluridisciplinaires, du coup, en centre, enfin, en hospitalière pour réévaluation du patient, enfin, des courts séjours. C'est vraiment ça, vos 3. Je trouve que c'est clair. Au départ du SMR. Ouais, et à mettre en place. Très bien, merci.